Le fils d'Agatha Moudio chapitre 7. Quand le sort veut rire des hommes, il ne les ménage pas. Si vous étiez venu dans notre village 1 an environ après cette terrible affaire, vous vous en seriez aperçu. Car vous auriez alors constaté que les 2 hommes les plus importants, c'est-à-dire les plus âgés, qui nous restassent encore après la déportation des autres, c'était le roi Salomon et l'oncle Gros-Cœur. Lorsque j'y repense aujourd'hui, je me tiens les côtes de rire, car je revois la tête de ces 2 hommes lorsqu'il leur arrivait de se rencontrer dans l'unique rue de notre village. Il y avait le roi Salomon qui, avec son histoire à peine croyable de grenouille sorcière, avait failli envoyer l'oncle Gros-Cœur à la mort, et puis ce dernier, qui, bourré de rancune après ce qu'on lui avait fait, s'était juré de ne plus adresser la parole à personne dans le village. « D'ailleurs, je vais partir d'ici, je vais quitter ce lieu maudit », disait-il souvent. Mais il ne partait guère. Car, se rappelait-il, je suis né là, et après tout, je considère que j'ai beaucoup fait pour le développement de ce village. Il n'y a pas à dire, il avait vraiment acquis la conception européenne de bien des choses de la vie. Entendez donc cela, ne pas quitter un village sous prétexte que l'on a déjà beaucoup fait pour son développement. Tout cela parce qu'il avait construit, ou plutôt fait construire la moitié d'une maison en dur, qu'il habitait déjà en attendant que l'autre moitié vînt compléter l'édifice. L'autre moitié ? Sa construction était arrêtée depuis 1 an, depuis l'affaire. Le roi Salomon avait en fait décidé de ne plus travailler pour l'oncle Gros-Cœur, à qui il reprochait de posséder une grenouille pas comme les autres. C'est qu'après tout, le roi bâtisseur restait convaincu qu'une grenouille ordinaire n'aurait rien eu à faire dans les plis de sa manche de veste, ce jour-là où il n'y avait même pas eu de rivière à proximité de l'endroit où travaillait Salomon. Et depuis, il refusait de travailler. Sa maison ? Eh bien, il la construira tout seul, avait-il dit. Et quand on lui demandait « Mais, roi, si tu ne travailles plus, de quoi vas-tu vivre ?» il répondait, tout naturellement. « Dans ce village, tous les enfants sont mes enfants, ce n'est pas moi qui mourrai de faim ici tant qu'ils travailleront. » Et à présent, le roi Salomon vivait tranquille, sans le moindre souci, et chacun des enfants du village, ses enfants, à qui il demandait à boire et à manger, s'empressait de lui donner ce qu'il voulait, d'autant que peu à peu, il était devenu pour nous le seul ancien qui nous reste. Depuis la mort de Dicky, nous étions tous convaincus que l'oncle Gros-Cœur était un sorcier redoutable, et nous le redoutions comme il se devait. La vérité est qu'un village de chez nous a toujours besoin d'un homme à redouter, qui soit enfermé des pieds à la tête dans le secret de la magie noire. Or vous savez que YK, le mari de la mère Mauvergard, était en prison, lui que tout le monde craignait autrefois. Il fallait donc nécessairement quelqu'un pour le remplacer, et l'oncle Gros-Cœur était tout indiqué pour cela. Heureusement, il se contentait seulement de dire qu'il allait partir de ce maudit village, mais il ne s'en allait guère. Heureusement, dis-je, car sinon, nous aurions été obligés de considérer le roi Salomon comme un sorcier de premier ordre. Cela, je l'avoue, eût fait de la peine à tout le monde chez nous, car en réalité, le roi bâtisseur d'histoires tragiques n'avait guère la tête d'un magicien. Au bout de quelque temps, notre village commença à s'habituer à sa nouvelle physionomie. Les femmes étaient lasses de pleurer leurs maris absents pour si longtemps. Bientôt, celles d'entre elles qui n'étaient pas encore près de la vieillesse se mirent à se consoler ardemment avec des jeunes gens malhonnêtes, soit de chez nous, soit d'autres villages des environs. Elles poussèrent le scandale jusqu'à la conception d'enfants à qui l'on donna par la suite, à tous, le nom d'Eboa, qui signifie la prison. Ce nom rappellera toujours aux pères les 4 années qu'ils passèrent en prison et pendant lesquelles ils ne s'attendaient pas à trouver des enfants à eux, à leur retour au village. Ainsi va la vie. Mais vous allez me croire si je vous dis que ces grossesses elles-mêmes, il n'y en eut que 3 en tout, étaient encore une ironie du sort. Songez donc qu'avec leur vrai mari, ces 3 dames n'avaient jamais pu donner d'enfants. On avait souvent accusé la mère Mauvergard, disant que c'était elle qui empêchait les femmes du village de concevoir. Et maintenant, en l'absence de leur mari, et malgré la présence permanente de la mère Mauvergard, ces braves femmes s'étaient mises à avoir des enfants. C'était bouleversant. Fanny était toujours chez ma Médie, où elle apprenait son futur rôle d'épouse. Elle allait au champ avec ma mère, travaillait toute la journée avec elle, ramassait du bois mort, et rentrait le soir, abattue par une journée de soleil accablant. Ma Médie lui apprenait aussi à faire la cuisine et lui indiquait mes plats préférés. Si tu veux un jour faire enrager ton mari, lui disait-elle, donne-lui du manioc du Sénégal à manger avec du sel, en lui précisant qu'il ne reste plus de poisson à la maison. Curieuse manière d'enseigner, pensez-vous, et cependant, c'est vrai, ma mère avait raison. Je ne pouvais pas souffrir l'absence de poisson chez nous, pour la bonne raison que je connaissais tous les trucs du métier pour qu'il n'en manquât point. Qu'il n'y ait plus de viande ici, je vous le pardonne, je ne suis pas chasseur, mais que le poisson vienne à manquer. Ma Médie donnait aussi à Fanny toutes sortes de tuyaux qui devaient l'aider à conserver son mari.
si tu ne sais pas bien préparer le riz blanc, ma fille, tu seras bien obligée de retourner chez tes parents. Mon fils ne pourrait supporter du riz blanc mal préparé, mais en restant avec moi, sois sûr que tu sauras donner satisfaction à la loi. » Ainsi, Fanny découvrit peu à peu combien j'étais un mari difficile en matière de bonne table, et ma Médie, qui l'aimait beaucoup, lui apprit à supporter les maris difficiles. Bientôt, l'entraînement à la carrière domestique touchant à sa fin, ma Médie alla dire au roi Salomon qu'elle voulait rendre sa femme à son fils. Le sage roi lui conseilla alors d'inviter toutes les femmes du village, celles qui ont quelque chose de saint dans le cœur, quelque souhait sincère à formuler. Surtout, tu ne dois pas oublier d'appeler regard, insista le roi bâtisseur. On fixa la cérémonie au dimanche suivant. Dimanche, juste après l'arrivée des chasseurs blancs. Ainsi, tant qu'ils seront dans la forêt, le village sera tranquille et tout se passera bien. Ma Médie fit des préparatifs épuisants. Elle se fit aider par une amie et par une de mes tantes, venues spécialement du village de ma mère. Ce dimanche-là, des femmes et des hommes se rassemblèrent dans ma maison. On n'avait pas invité l'oncle Gros-Cœur, ni sa femme, ma tante Adèle, revenue au village quelques mois auparavant, après sa fuite du matin de l'affaire terrible. On pensait que ni elle, ni son mari, n'avaient rien de saint dans le cœur, et que tous les souhaits qu'ils pouvaient formuler n'étaient pas sincères. Du monde chez moi, ce n'était pas la première fois que Fanny m'en amenait. Souvenez-vous de la nuit où elle était fait kidnapper. Aujourd'hui, il y avait autant de bruit que cette nuit-là, ce qui n'empêcha pas d'entendre soudain les 2 premiers coups de fusil du dimanche matin. Les chasseurs blancs étaient déjà en train de cueillir les singes de l'arbre. Cette fois-ci, Ekeke n'était pas parmi eux. Mon cousin tenait en effet à assister à l'entrée de Fanny dans ma maison. C'est moi qui étais allé la prendre, moi-même. Il faut donc que je sois ici pour voir comment elle va entrer en possession de son foyer, dit-il. Je pensais qu'il avait raison de laisser ainsi tomber les chasseurs blancs pour moi. Après tout, il n'avait pas besoin de lui ce dimanche-là, pour s'adresser aux singes de la forêt. Dans un coin de la salle où nous étions, chez moi, on avait posé 3 grosses pierres à même le sol. Elles constituaient le foyer, et l'on y avait mis du bois mort. Les brindilles, assemblées en paquets, passaient entre les 3 pierres, et allaient se rejoindre au milieu du triangle dont elles étaient les sommets. Fanny allait, pour la première fois de sa vie, allumer le feu d'un foyer qui était le sien à elle, et qui resterait le sien tant qu'elle serait ma femme. « Femme, et vous, mes enfants, dit alors le roi Salomon en quittant sa fameuse veste kaki tout usée, nous sommes venus ici pour laisser une femme sous ce toit. Ma fille, Fanny, voici chez toi. Quand tu es arrivée voici quelques mois, et puis moi qui dis quelques mois alors que cela fait plus d'1 an aujourd'hui tu n'étais encore qu'une enfant. À partir d'aujourd'hui, tu es devenue une fille capable de tenir un foyer, tu es une femme. Tu seras désormais la femme de notre fils, ici. Je te dis que c'est ton mari, cet homme-là, tu m'entends bien? Je ne veux pas que l'on vienne m'apprendre un jour que tu as refusé d'être l'épouse de la loi. C'est moi qui te le répète, tu n'as qu'un seul mari ici, c'est lui. Voici ta maison. Tu dois y vivre, y travailler, y faire des enfants. Ma fille, dit la mère Mauvergard, on m'accuse parfois d'avoir un mauvais œil pour les femmes de ce village. Mais je te prie de me croire que toi, je te regarde d'un très bel œil depuis que tu es venu chez nous. Je te souhaite de continuer à m'être sympathique. D'ailleurs, je ne suis pas seul à penser ici que tu es une femme faite pour ce village-ci, et non pour un autre, même s'il se trouve ailleurs des gens plus riches que ceux-ci. La richesse, ce n'est rien, ma fille. Ce qu'il faut dans la vie, c'est avoir un bon cœur. Tu as bon cœur, et nous t'aimons bien, et tu seras très heureuse chez nous. Tu verras. N'écoute pas les mauvaises langues de ce village. Je ne fais de mal à personne. Je n'ai pas de chance, tout le monde a peur de moi, comme si j'étais une sorcière. Je ne peux faire de mal à personne. Vis ici, travaille pour notre fils, donne-nous à manger quand nous avons faim, et ne te mêle pas des histoires que tu entendras. Si tu vas à la borne fontaine, puise ton eau et reviens faire à manger pour ton mari. Si tu ouvres les 2 oreilles au vent de ce village, tu ne vas pas y. Femme, interrompit le roi Salomon, c'est assez. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de longs discours. Les femmes sont trop bavardes. Nous ne voulons pas rester ici jusqu'à demain matin. Médie, donne sa femme à ton fils, comme il se doit. Compte-lui, sa femme dans la main. Ma Médie prit alors la main de Fanny dans la sienne, et toutes les 2 s'approchèrent de moi. Accent aigu, accent aigu, accent aigu, cria ma mère dans un élan de joie. Dites-moi encore que je ne suis qu'une pauvre créature de femme, dites-moi encore que je n'ai rien fait sur terre, et que je n'ai rien au monde. Dites-moi encore que je n'ai pas le droit de vivre. Qui va donc parler? Personne, répondirent les femmes en chœur. Personne ne va parler.
Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il se dépêche de parler. Moi je vous montre l'objet de ma joie. Voyez donc une pauvre femme qui met au monde un enfant unique, je dis bien un enfant, comme je vous montre un seul doigt de ma main. Et un beau jour, elle se retrouve avec 2 enfants, et tous les 2 sont les siens. Oui, les siens à elle. Qui de vous a quelque chose à dire? Personne, dirent encore les autres femmes. Je ne suis pas une pauvre femme, dit Mamédi. Je ne suis pas une pauvre femme sans enfant. Ce n'est pas un enfant que j'ai mis au monde. Je vous dis que c'est vous qui ne savez pas compter. J'ai 2 enfants. Qui de vous a quelque chose à dire? Personne, répondit le chœur des femmes. Si, moi j'ai quelque chose à dire, sortit une voix inattendue. C'était celle de tante Adèle. Elle entra, suivie de son vilain sorcier de mari, l'oncle Gros-Cœur. Moi aussi j'ai quelque chose à dire, affirma mon oncle. Je veux dire que tout ce que vous faites là n'est pas juste. Le mariage de la loi, c'est notre mariage à nous tous. Vous n'avez pas le droit de le célébrer sans nous inviter. Salomon, toi, je ne voulais plus t'adresser la parole à cause de ce que tu as fait contre moi. Mais j'ai beau faire, tu restes mon frère. Et puis, j'ai la conscience tranquille. J'ai quelque chose à me reprocher, mais ce n'est pas d'être sorcier avec une grenouille qui parle. Non, je ne suis pas magicien. Ce que je me reproche, c'est d'avoir profité du fait que je sais lire et écrire, pour vendre à un étranger un terrain qui ne m'appartenait pas, à moi plus qu'à vous autres. Vous m'avez puni durement. Je crois qu'il est temps que cette histoire s'arrête. Qu'elle ne soit pas la compagne de notre vie comme la mort est la compagne éternelle de l'homme. Je suis né dans ce village. J'y resterai toute ma vie, et j'entends que l'on ne m'oublie pas dans des moments aussi importants que celui-ci, et que l'on ne me fuit pas sous prétexte que je suis un sorcier avec une grenouille étrange, que je n'ai jamais vue de mes propres yeux. J'ai donc quelque chose à dire avant que vous ne donniez sa femme à la loi. Salomon, et vous autres hommes ici présents, de même que je le ferai devant tout le monde lorsque nos frères reviendront du pays lointain où on les a envoyés, je vous demande pardon pour ce que j'ai fait. Et reprenez-moi parmi vous. Le roi Salomon eut bien peur de ne savoir que dire après ce discours inattendu. À la fin, il trouva des mots qu'il marmonna. C'est vrai que cette histoire de terrain était à la base de tout le reste. Tu nous avais traités comme si nous étions des inférieurs, des êtres sans valeur, à ne mettre dans aucun secret, et surtout comme si nos propres affaires n'avaient pas besoin de nous intéresser, nous-mêmes. Je t'en ai voulu, personnellement, mon frère cœur, les autres aussi t'en ont voulu. Mais tout cela, c'est passé, puisque tu reconnais, toi-même, que tu n'avais pas bien agi à notre égard. Le Tout-Puissant ramènera bientôt nos frères ici, et nous continuerons à vivre comme si rien de grave ne s'était passé. La vie est ainsi, pleine d'embûches. Il faut marcher droit, quelles que soient les circonstances, sinon on trébuche et l'on tombe. Nous n'avons pas su marcher droit, nous avons trébuché, et nous sommes tombés. Voilà tout, il n'y a pas d'autres explications à ce qui est arrivé. Après tout, si je reste encore dans ce village, si je ne suis pas parti avec les autres, c'est un simple hasard qu'il a voulu ainsi. Sinon, je serais, moi aussi, à Mokolo. Reste avec nous, frère, reste parmi nous, et oublions tout le reste. Les femmes versaient déjà des flots de larmes. Elles pleuraient les absents, elles pleuraient encore Diki, le pauvre Diki, mort pour déclencher la terrible affaire. Mais de quelle maladie a-t-il donc pu mourir ainsi, lui qui débordait de vitalité, se demandait-on. Car dans les circonstances présentes, on ne pouvait plus accuser mon oncle Gros-Cœur de l'avoir supprimé à l'aide de sa grenouille étrange. Tante Adèle aussi fut acceptée parmi les femmes, et l'on continua la cérémonie interrompue par l'entrée du couple. Tu vois, ma fille, dit Mamédi à Fanny, tu vois, c'est ainsi que nous vivons dans ce village. Si un jour tu as un grief contre quelqu'un, tu n'as pas le droit de le lui garder toute la vie. Il faut que tout s'arrange et redevienne normal, sinon, ce n'est pas la vie. Maintenant, je vais te donner à ton époux. Viens. Elle reprit dans la sienne la main droite de Fanny, et toutes 2 s'avancèrent vers moi. Lève-toi, mon fils, me dit-elle. Je me levai. J'étais un colosse à côté de Fanny. Ouvre ta main droite, et montre-la-moi, ordonna Mamédi. J'exécutai l'ordre. Oh, vous tous ici présents, voulez-vous que je compte? Oui, répondirent-ils comme une seule voix. Que je compte? Oui. Que je compte? Oui. Alors, dit ma mère, la loi, voici ta femme. Je te la donne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 9 fois. Prends-la. Et regarde-moi, observe-moi bien, je n'ai plus rien à te donner. Rien, ni dans les mains, ni dans les yeux, ni aux pieds, ni aux hanches. Rien.
Je t'ai tout donné, c'était terminé. Désormais, Fanny allait habiter avec moi. Mon épouse. Elle commença par allumer son foyer, afin de réchauffer ceux des plats que l'on ne pouvait pas manger avec appétit tant qu'ils étaient froids. Et l'on mangea, et l'on but, au milieu de discours et de rires sans fin. Et la petite Fanny était là, heureuse de devenir soudain la maîtresse d'une maison qui était la sienne, à elle, dans un village où, après tout, il devait faire bon vivre autant que dans son propre village, là-bas, chez ses parents. Cette journée se termina par le départ habituel des Blancs rentrant de la chasse aux singes. Les dimanches de notre village n'avaient pas perdu ce côté pittoresque de leur existence, malgré les événements qui nous avaient secoués depuis des mois. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ma Médie allait dormir tranquille. Son fils était marié, bien marié. Il n'y avait plus à craindre l'entrée en scène d'une fille de mauvaise vie quelconque, qu'elle fût Agatha Moudio ou une autre. Ce qu'elle oubliait, ma brave et tendre mère, c'était ce qu'elle m'avait dit, elle-même, une fois, alors qu'elle était en train de me persuader de ne pas épouser cette fille rejetée par tout le monde. Ce qu'elle m'avait dit? Mon fils, quand une femme tient à un homme, elle peut faire n'importe quoi pour l'avoir. Et, avait-elle ajouté, Agatha tient à toi. L'avenir, si mystérieux, ne pouvait encore me dire si oui ou non ma Médie avait raison. À l'heure qu'il était, j'étais marié, définitivement, et les devoirs qui m'attendaient maintenant étaient d'un tout autre ordre que ceux que j'avais dû remplir jusque-là. C'est une vie différente, tu sais? M'avait prévenu ma Médie. Différente. Et combien? Les parents de Fanny venaient de temps en temps chez moi, pour voir comment les choses allaient. Leur visite me revenait chère, car ils ne tenaient guère à ce que je m'imagine que j'avais pris Fanny comme j'aurais pu prendre n'importe quelle fille ramassée dans la rue. Non, Fanny était venue de chez ses parents pour entrer chez moi, et je devais plusieurs centaines de remerciements à tous les membres de leur immense famille. Et chaque fois qu'ils venaient, je montrais ma reconnaissance en les submergeant de cadeaux. A priori, j'aurais pu me passer d'alourdir ainsi mes traits de reconnaissance, car vous vous souvenez sans doute des termes dont avait usé Njiba le jour où nous étions allés demander aux gens de Dedo de me laisser épouser Fanny. Nous vous donnons notre fille, gratuitement, avait-il dit. Mais, bien entendu, du jour où cette gratuité apparente montra son vrai visage, j'étais condamné à faire des cadeaux à toute personne se réclamant de la famille de Tanga, qui se présenterait chez moi. Cela durera certainement toute ma vie, mais il ne faut pas en parler. Car cette corvée de générosité forçait à son origine dans un passé qui n'a nullement besoin de retenir notre attention à l'heure qu'il est. C'est ce que pense aussi le roi Salomon, chaque fois qu'il veut me rappeler que je dois rester un homme. Tu sais, fils, me dit-il, les yeux ne devraient jamais regarder derrière. Le ciel les a placés sur le devant de la figure afin qu'ils observent ce qui est devant. Le temps qui vient n'est pas derrière, il est devant. Si tu veux être un homme, c'est par là que tu dois tourner tes yeux. J'ai promis d'obéir aux sages conseils du roi Salomon, et j'ai tourné résolument mes yeux vers l'avenir discret, qui se rit des projets fous des hommes. Même des hommes de mon village.